Merci de m'accueillir. Merci évidemment au président de l'Eurométropole de m'accueillir donc en tant que représentant de Damien Castellin qui est excusé cet après-midi et sur mes sujets un peu plus nationaux français. Dire d'abord que ce que je vais dire va devenir inintéressant parce que mes amis belges ont complètement rendu incapable mon discours d'être ajouter des choses qui soient de nature à vous éduquer un peu plus. Par contre, je vais essayer d'être un peu pertinent par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, Dire d'abord que pour moi, et c'est la démarche que nous avons à la métropole, c'est que et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est que la ville n'est pas intelligente par les technologies qu'on y met, ou qu'on y implémente, mais qu'elle est intelligente par ceux qui la font, les pouvoirs publics, les acteurs privés, les citoyens, les associations. Ça, c'est la première chose, et ça a toujours été notre esprit, que ce soit sur les réseaux électriques intelligents, et notre plan SOMEL So Connected, jusqu'à la mise en œuvre de notre schéma d'aménagement numérique autour du très haut débit sur le territoire, qu'il soit mobile ou fixe, jusqu'à notre réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de tiers-lieux qu'on a mis en œuvre pour travailler sur l'intelligence collective. Ça, vraiment, c'est la démarche qui a été la nôtre depuis longtemps, avec Martine Aubry et aujourd'hui Damien Castellin. Ma réaction par rapport à ce que j'entends, elle démontre d'abord qu'aujourd'hui, partout, et peut-être vous avez dit des choses que j'ai peu entendues, qui montrent que vous êtes aussi un peu en avance. Donc ça, c'est important de le dire. C'est que quand même partout, il y a une sorte de maturité. C'est qu'on a compris que l'injonction technologique ne faisait pas la ville dite intelligente, que moi j'appellerais plutôt intelligible, attentive et intentionnée, dans le sens où la ville, et vous l'avez dit tout à l'heure, elle doit servir un progrès social. Ça, c'est absolument important. Nous, on évoque la ville intelligente autour de 3 thèmes, évidemment, la ville connectée, la ville durable et la ville solidaire. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on est dans une dynamique, et c'est le rapport qu'on va remettre au gouvernement français le 27 juin, on est dans une dynamique qui est un tournant de la production de la ville, comme l'a été la Renaissance italienne. La Renaissance italienne a été sublimée, et Pierre Saint-Pierre ne me dira pas le contraire, lui qui est passionné comme Martine Aubry sur cette révolution-là. La Renaissance italienne ça a été sublimée par l'arrivée de la culture, de l'esthétique, parce qu'il y avait une confrontation de différentes civilisations, notamment issues des croisades, et d'autres rencontres civilisationnelles. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est autre chose. C'est plus fort, parce qu'à l'époque, la Renaissance italienne touchait les bourgeois. La relation à la culture était plutôt liée aux bourgeois. Aujourd'hui, le numérique est universel. Il touche tous les niveaux sociaux, toutes les origines sociales. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que nous, les pouvoirs publics, nous ne devons absolument pas considérer que c'est quelque chose d'optionnel, c'est que ça s'impose à nous, absolument, et qu'on doit construire la ville, construire un projet de société avec cet aspect-là. On l'a dit à plusieurs reprises, la ville intelligente, c'est d'abord lié à la désintermédiation. Le fait qu'on ait cassé tous les intermédiaires avec les technologies entre un opérateur public et privé et les usagers et les citoyens. Ça, c'est quelque chose de très fort. L'intelligence artificielle et la blockchain, le président de l'Eurométropole l'a dit, va renforcer et va absolument accélérer ce phénomène. Comment nous, qui sommes un opérateur public, qui devons donner, on le disait avec Pierre de Saint-Jean tout à l'heure, la vision du territoire pour les 20 ans à venir, comment on se positionne. Dans le rapport, on rappelle souvent que tout le monde est confronté à ça. Le professeur dans sa classe, quand il a des élèves qui ont un smartphone et accès à une foultitude d'informations et de savoirs, doit ne plus être celui qui apporte ce savoir, qui soit le détenteur unique, mais plutôt être un animateur de ce savoir, un catalyseur de l'intelligence collective et surtout un formateur de l'esprit critique. Et d'une certaine manière, dans notre société, là, c'est la même chose. Peut-être vous dire que sur le rapport, on l'a produit un peu un modèle de ville intelligente. Je rappelle que ce rapport est le troisième que je remets au gouvernement français. Le premier était vraiment sur la gouvernance des politiques numériques sur les territoires, donc à Axel Lemaire et à Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, où là on avait travaillé sur la question de la donnée, la question des plateformes territoriales, la question évidemment de la mutualisation, de la capitalisation et surtout du périmètre, du principe de subsidiarité. Si Jean-Paul Leroy est là, il n'oubliera pas, mais quel est le bon périmètre, quel bon niveau pour produire cette ville connectée? À l'époque, on ne parlait pas vraiment encore de ville intelligente. Le deuxième rapport était plutôt sur l'innovation publique territoriale, qui avait une vocation à se poser la question de
les nouvelles alliances sur les territoires. De quelle manière on recrée des synergies, des convergences entre différents acteurs pour produire de l'intelligence collective, mais surtout de la valeur sociale ou économique. Et là, on avait pensé droit à l'expérimentation, droit à l'essai-erreur, on avait pensé hybridation, on avait pensé évidemment tous les sujets autour des laboratoires que vous connaissez bien aussi. Et le troisième rapport est plutôt de se poser la question, alors de manière un peu provocatrice, est-ce qu'il existe un modèle français de ville intelligente et est-ce qu'il est exportable à l'international? En réalité, mais vous le verrez dans les conclusions de ce rapport après le 27 juin, ce qu'on comprend, c'est que non seulement il n'existe pas un modèle français de ville intelligente, qui est plutôt un modèle européen, en fait, au regard des législations et aussi de l'agenda de l'Europe, qui nous permettent d'avoir un peu une forme de ligne directrice dans les valeurs qu'on veut défendre autour de ces territoires retechnologisés. Mais c'est aussi se dire que notre force, notre modèle de ville intelligente s'hybride assez facilement avec les lieux d'atterrissage de ce qu'on va proposer en termes de ville intelligente. Et donc on a séparé les choses en trois plots, je vais essayer d'aller vite. Le premier, c'est infrastructurel. Et donc là, il renvoie à l'ensemble des réseaux. Et nous, on a un problème juridique, législatif, réglementaire, c'est qu'on pense que, alors avec Martine Aubry, par ailleurs, dans le précédent mandat, on avait écrit un terme qui était très fort pour les métropoles en France, c'était de dire autorité organisatrice des réseaux. Et derrière ça, évidemment, il y avait le message de dire que même si la dorsale de la ville intelligente reste la mobilité, l'ensemble des autres réseaux reste quelque chose qui renvoie à la capacité à produire un back-office technologique qui soit pérenne, solide et nous emmène vers d'autres services nouveaux qu'on n'envisage pas. Donc des réseaux de transport ou des réseaux d'énergie, et trouver ces nouvelles alliances qui permettent au fond de pouvoir gouverner ce sujet serviciel sur le territoire de manière intelligente et surtout d'anticiper les suites. Le deuxième aspect, c'est l'architecture, l'aménagement, vous l'avez très bien dit, les écoquartiers notamment, sur cette volonté de produire de l'aménagement de l'urbanisme qui soit adapté aux enjeux de l'avenir, notamment l'action durable, mais aussi la participation des citoyens à la modélisation de ces formes urbaines. L'autre chose, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est les plateformes, la mutualisation de systèmes d'information sur un territoire donné qui permettent vraiment d'être au rendez-vous des enjeux de sécurité, au rendez-vous des enjeux de fiabilité de nos systèmes. On l'a évoqué que le facteur humain était la plus grosse problématique en termes technologiques. Et on y associe la question du big data, sujet important sur lequel on a un peu échoué dans le second rapport, sur le premier rapport sur la donnée, parce qu'on avait souhaité développer la question des données d'intérêt général. Moi, je fais partie de ceux qui penseront que la donnée qui est générée dans le domaine public, dans l'espace public, doit être une donnée d'intérêt général. C'est-à-dire qu'elle appartient à un opérateur public qui peut être choisi dans le cadre de nouvelles compétences à produire ou d'un acteur public identifié. Ça, pour nous, c'est essentiel. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est à l'acteur public, à ce tiers de confiance, de remettre à disposition la donnée de manière onéreuse à une entreprise privée, de manière gracieuse, évidemment, à des acteurs d'intérêt général, parce qu'il y a un sujet, Pierre le sait, puisque Euratechnologies travaille beaucoup dessus, de sécurisation, de collecte, d'agrégation de cette donnée, et redistribuer cette donnée de manière fiable. Et la dernière chose, c'est évidemment l'ensemble des infrastructures de télécommunications et l'ensemble des opérations qui font aujourd'hui qu'on a l'arrivée partout d'objets connectés. Gros enjeu pour nous, la 5G, gros enjeu aussi, qui va accélérer ce mouvement. Je ne vais pas aller plus loin sur les infrastructures, mais on a un gros sujet. Le deuxième pilier, c'est celui des lieux. Alors on va encore parler de la technologie, mais en même temps, moi qui n'étais encore qu'un geek à l'époque, Pierre avait pensé Euratechnologies, c'est-à-dire un espace avec sa stratégie il en parlera j'imagine, de la machine à café qui a révolutionné notre vision en France de ce que devait être un parc technologique. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais évidemment parce qu'aujourd'hui, ça a permis à Fleur Pellerin de tilter, à l'époque elle était ministre du numérique, et de se dire on va faire les quartiers numériques en France en 2012, et qui est devenu aujourd'hui la French Tech, qui aujourd'hui, vous avez un nom reconnu et un emblème, un étendard qui nous permet de rayonner dans le monde. Ces lieux qui unifient académique, formation, recherche fondamentale et appliquée, et l'incubation jusqu'à l'accélération des startups,
nous permet aujourd'hui vraiment d'accélérer notre vision et d'anticiper les choses de manière très forte. Pierre parlera, j'imagine, de campus d'innovation qui va nous permettre d'amener en plus du pluridisciplinaire en recherche, notamment les sociologues, les philosophes, qui est essentiel pour penser éthique à ce moment de l'accélération absolue des technologies. Et un autre type de lieu sont les tiers-lieux. Pour nous, et on le voit bien en Afrique, peut-être commence en France, ça a été très fort en Californie avec les hackerspaces. La question de la convergence des lieux carrefour entre les différents types d'usagers sur le territoire est centrale. L'hybridation fait partie de notre capacité à envisager des espaces nouveaux d'innovation. Et je pense que dans le rapport, vous verrez, nous allons proposer une manière d'accélérer ce mouvement en Europe. Voilà. Et le troisième aspect, je ne vais pas y revenir, ça a été dit 1000 fois, la question de la prescription par les usagers. Pas parce que nous sommes seulement des gens gentils et adorables, c'est aussi parce que ça enrichit et ça améliore le service lui-même. Et Google, qui n'est pas forcément un philanthrope, l'a très vite compris en mettant sa barge pour faire tester par les usagers dans la baie de San Francisco l'ensemble de ces outils. Et je crois que quand on a ces trois piliers-là, et je pense que dans les trois exemples, on arrive à produire le modèle. Maintenant, la projection internationale, elle est assez simple. Il faut trouver le bon périmètre. Le bon périmètre d'expression de notre vision. Le bon périmètre, c'est un périmètre qui permet que le back-office soit sécurisé. Pour nous, en France, et ce qu'on proposera, c'est les métropoles. On pense que les métropoles, on regarde leurs compétences et de leur taille, notamment notre métropole de Lille, nous permettent d'envisager un back-office solide. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le rural, ça veut pas dire qu'on laisse tomber les villages, ça veut dire que dès lors où on crée cette plateforme territoriale technologique, on permet de plugger l'ensemble des services d'où qu'ils viennent et évidemment d'accompagner la périphérie de nos métropoles. C'est aussi la capacité d'inventer des nouvelles diplomaties territoriales à l'international. Et là, nous travaillons sur la prochaine agence européenne pour l'innovation, pour y intégrer la saveur territoriale et permettre que des projets en lien évidemment avec l'Europe puissent être envisagés à l'international. C'est aussi la question du financement, je ne vais pas y revenir, de la recherche. Le financement, en quelques mots, la France s'est engagée à augmenter l'aide pour le développement et on va utiliser cet aspect-là pour les projets en Afrique et en Europe de l'Est et le travail que nous allons mener autour de la question de la recherche et du partage de la recherche au regard des réseaux que nous pouvons animer. Voilà, rapidement dit, je suis désolé d'avoir été trop long, mais on est vraiment dans un tournant, vous l'avez tous dit, on est dans un tournant politique et social qui vise à nous obliger à penser nos organisations territoriales différemment, autour notamment des territoires de projet. Merci à vous. Merci. Merci. Encore une petite question pour M. Oural. Comme vous avez travaillé sur un document national français, bien comme vous êtes aussi membre de l'Eurométropole, comment vous voyez ce territoire comme opportunité à travailler sur ce thème-là? Moi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le back-office. La question n'est pas tant d'être dans une relation affective dans le domaine des infrastructures, puisque c'est ça qui va fonder la gouvernance du sujet de la ville intelligente sur les territoires. Mais concrètement, sur la taille critique, Pierre le dit souvent, Eurométropole, où on est près de 2 millions, un bassin de vie de consommation de 80 millions d'habitants à 1 heure en transport, voilà, ça compte dans le concert international. On est dans une relation très forte à l'international grâce à l'Eurométropole. Ce que moi je voudrais, mais c'est le sujet qu'on va aborder avec la commissaire européenne dans le cadre de la fin de l'écriture du rapport la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est la question de la législation sur l'Eurométropole et sa capacité sur le transfrontalier de produire des modèles nouveaux qui nous permettent d'allier et d'être dynamiques et agiles sur les problématiques, les ruptures législatives entre différents territoires. Parce qu'on a des problèmes de régulation, de relations entre les acteurs économiques, des télécoms, voilà. Et donc ça, pour nous, c'est un frein. Et on pense que l'Eurométropole est un formidable espace d'expression de la ville intelligente demain.